Il travaille dans un lieu mythique, paré de tous les fantasmes. Curtis est surveillant à la prison de la Santé, à l'étage qui est souvent surnommé quartier VIP. Il est 7 h du matin. Il ouvre une à une chacune des 18 cellules pour vérifier que ses détenus à part vont bien. Bonjour. Ça va? Ça va. Dernièrement, ces cellules ont vu passer des personnalités médiatiques, comme le chanteur Jean-Luc Lahaye, l'ancien ministre de l'Intérieur Claude Guéant, ou bien encore l'ancien député-maire Georges Tron. 5 autres détenus qui firent la une des journaux ont accepté de nous raconter leur quotidien derrière les barreaux. Mon profil n'était pas compatible avec une détention traditionnelle, classique, avec d'autres détenus. C'était impossible. Le quartier VIP, pour moi, c'était une condition de survie. Vous avez l'impression que vous allez mourir là, très honnêtement. Moi, là-bas, j'ai cru que j'allais vraiment mourir en prison. C'est finalement les mêmes cellules que les autres. Une petite différence, c'est que vous êtes seul. C'est quand même le descendre de beaucoup d'étages en très peu de temps. La première nuit est très pénible. La Santé, ça va, on dirait un hôtel Ibis. Les meubles, tout ça, on dirait un hôtel Ibis. Quel est le quotidien de ces détenus VIP dans ce quartier qu'on appelle aujourd'hui officiellement quartier des personnes vulnérables? Condamnés comme des milliers d'autres prisonniers, bénéficient-ils de certains privilèges? Patrick Balkany, l'ancien maire de Levallois-Perret, a été incarcéré en septembre 2019, pendant 5 mois, à la prison de la Santé, après sa condamnation pour fraude fiscale et blanchiment aggravé. Un détenu médiatique qui a vécu les premiers instants de son incarcération comme un traumatisme. C'est les empreintes digitales, c'est la photo, on vous met tout de suite dans le bain, la fouille, vous retrouvez à poil dans une pièce avec un gardien qui fait son boulot. Voilà. Je m'y attendais pas vraiment. Bon, et on sait quand on rentre, on ne sait pas quand on s'en sort. Hein. Ça vous fait un choc, ça c'est sûr. Même angoisse vécue par Michel Néret, ancien numéro 2 de la police judiciaire de Lyon. Ce super flic a des dizaines d'arrestations dans le milieu du grand banditisme à son actif. Mais en 2011, il est mis en examen pour corruption et association de malfaiteurs. Il passe 8 mois à la prison de la Santé. Lorsque les portes de la grille qui donne accès au quartier s'ouvrent, là c'est un grand coup de blues, quoi. Je rentre dans la cellule. Je ne sais même pas si je prends le temps de me déshabiller, je me mets sur le lit et puis j'essaye de faire le vide et je m'endors. Enfin, je m'endors. J'essaye de m'endormir. Sauf qu'à ce moment-là, évidemment, tous les détenus avaient appris par les chaînes d'information continue que Michel Néret était incarcéré à la maison d'arrêt de la Santé. Et donc j'ai eu droit pendant toute la nuit à un accueil personnalisé. Ça criait mon nom en insulte, bien sûr. Des insultes. Je vous laisse deviner, hein, enculé de flic, enfin voilà, donc tout ça pendant toute la nuit. Hein. Comment on vit ça? Ben, on essaye de faire le vide, hein. Mais bon, c'est hyper violent, quoi. Déjà, être détenu dans une cellule, c'est hyper violent, mais tout l'environnement très hostile, c'est angoissant, quoi. C'est angoissant. Loïc Le Floch-Prigent, aujourd'hui décédé, était lui une figure de l'establishment et des grands patrons. Il a dirigé le géant pétrolier Elf et la SNCF. En 1996, dans le cadre du scandale de l'affaire Elf, il passe 6 mois en détention provisoire. C'est quand même le descendre de beaucoup d'étages en très peu de temps. Hein, donc c'est compliqué, et d'autant que la première cellule dans laquelle je vais à 2 h du matin est une cellule où il n'y a rien. Il n'y a pas d'oreiller, il y a un vague matelas. Et donc, je prends ma veste comme oreiller et mon par-dessus comme couverture. Voilà, hein, donc, la première nuit est très pénible.
La prison de la Santé, unique établissement pénitentiaire de la capitale, a accepté de nous ouvrir ses portes. Elle dispose de 708 lits et a été entièrement rénovée en 2019. Le quartier des vulnérables occupe le 3e étage d'une des ailes de la prison. Les 18 cellules sont toutes identiques. Alors en termes de mobilier, nous avons par exemple une plaque vitrocéramique pour cuisiner, un frigo, la télévision, des sanitaires, donc avec toilette et douche comprises, et aussi le téléphone fixe. On leur délivre une carte de téléphone qui est soumise à autorisation du magistrat. Et vis-à-vis de ça, ils peuvent appeler les numéros qui seront autorisés par justement le magistrat en question. Et ces conversations, elles sont écoutées ou pas? Oui, elles sont toutes écoutées, oui. Totalement. Une cellule de 9 mètres carrés, la même superficie que pour celle de la détention ordinaire. Seul avantage mais de taille, le détenu l'occupe seul, alors qu'ils sont 2, voire plus dans les autres quartiers. Une question de sécurité. C'est le directeur qui décide de placer tel ou tel détenu ici. À partir du moment où on sent un danger pour une personne qui se trouve en détention normale, c'est une personne qui ne pose pas de problème de comportement, qui n'a pas de difficultés, mais dont on sait qu'il risque d'y avoir un vrai danger si elle vit au milieu des autres, on préconisera l'affectation dans le quartier des vulnérables, que cette personne soit une personne appartenant à l'ultra-droite, un homme politique, un fonctionnaire, que sais-je. Marco Mouli, surnommé le roi de l'arnaque, a été condamné à 8 ans de prison pour avoir détourné 283 millions d'euros dans l'affaire de la taxe carbone. Sa sécurité aurait été difficile à assurer en détention normale. Je ne sais même pas si j'aurais été vivant. Ouais, réellement, le mot est fort, le mot est très fort, mais la vérité, vous pouvez rien faire s'il y a 7, 8 personnes sur vous, 15 personnes sur vous, vous n'êtes pas musclor. Le jour de notre tournage, pas de célébrité médiatique, mais des profils sensibles. 2 détenus de la mouvance d'ultra-droite, d'autres liés au terrorisme islamiste, un ancien ministre africain et sans doute le plus compliqué dans une prison, un ancien policier. Comme Michel Néret, incarcéré en 2011. Il était peu concevable qu'on me mette dans la détention générale, quoi. Il fallait que je sois absolument protégé. Mon profil n'était pas compatible avec une détention traditionnelle, classique, avec d'autres détenus. C'était impossible. Donc voilà, le quartier VIP, pour moi, c'était une condition de survie. J'avais un régime très spécial, quoi. C'est-à-dire que tous mes mouvements étaient contrôlés, étaient prévus, programmés, finalisés, parce qu'il ne fallait absolument pas que je rencontre, à chaque fois que je me déplaçais dans la maison d'arrêt, un détenu. Donc à chaque fois, et c'était très lourd pour l'administration pénitentiaire, il devait arrêter tous les mouvements à l'intérieur de la maison d'arrêt, qui était une grande usine. Le pic pour le niveau 1, je t'envoie au mouvement gymnase. En raison des menaces qui pèsent sur eux, les détenus du quartier des vulnérables ne croisent aucun autre prisonnier lors de leur déplacement. Sinon, leur régime de détention est identique au reste de la prison. Même temps de promenade, mais à des horaires qui leur sont réservés. Pour les repas, même nourriture également. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Cette historienne spécialiste de la prison de la Santé a retrouvé d'étonnantes archives de presse de l'entre-deux-guerres sur les passe-droits des détenus VIP. C'est la période des années 30, juste après la crise de 29, où justement un certain nombre de banquiers notamment vont se retrouver en détention. Les surveillants en fait vont coller des petites affichettes, on dirait des post-it aujourd'hui, sur les portes, en précisant l'avantage qui a été obtenu. Donc c'est des choses assez variées. Ça peut être le détenu a été autorisé à garder ses lacets de chaussures, voilà, parce que bon, on lui retire pour éviter qu'il mette fin à ses jours. Il peut aussi avoir une autorisation spéciale pour faire de la peinture. Il y en a un qui était noté par le journaliste qui est assez étonnant, à savoir de pouvoir se réveiller plus tard, faire la grasse matinée. Voilà. On ne sait pas comment il a réussi à obtenir ça, mais c'est assez étonnant.
Ce qui a contribué à la légende, c'est aussi la personnalité des détenus qui y sont passés. Bernard Tapie, le terroriste Carlos, le général Noriega, ancien président du Panama, l'ex-trader Jérôme Kerviel, l'acteur Samina Seri ou bien encore Jean-Christophe Mitterrand, fils de l'ancien président de la République. Pour ces détenus qui ont souvent exercé des postes à responsabilité, pas facile d'accepter la sanction pénale. Ils ne supportent pas d'abord la détention, ils n'acceptent pas d'être en prison. Il n'y a aucun du VIP qui accepte d'être en prison, hein. Et ça, c'est de la mauvaise foi notoire. Ils sont hautains de leur personne. Oui, je comprends pas pourquoi je suis en prison. Oh, je lui dis pourquoi t'es en prison? T'as volé, tu te fais attraper, tu vas en prison. Moi le premier, je vois pas qui tu as rapport aux autres. Voilà, c'est ça le problème. Pourtant, leurs conditions de détention sont moins difficiles qu'ailleurs, car la violence y est beaucoup moins présente. Marco Mouli, qui a aussi connu la détention ordinaire, a vu la différence. La santé, ça va, on dirait un hôtel Ibis. Les meubles, tout ça, on dirait un hôtel Ibis. Et puis le surveillant est beaucoup plus doux parce que l'ambiance est beaucoup plus douce. Parce qu'au VIP, il n'y a pas de problème. Les mots les plus importants, les mots grossiers les plus importants, c'est « Oh, zut alors !» Il n'y a pas de mots vulgaires. Que tu vas en détention, c'est « Waouh !» T'as peur. On n'a aucun problème. On était dans un quartier où, comme je vous l'ai dit, il y avait des gens qui avaient une certaine éducation. Et on était entre gens bien éduqués. Voilà. Donc, ça facilite l'écoulement du temps. Ceux qui me voyaient, c'était ceux de l'étage uniquement. Et qui tous les jours me disaient « Bonjour, vous allez bien, ça va, la santé ?» Ils savaient que j'étais pas bien. Et tous les jours, ils étaient gentils, au contraire, ils prenaient de mes nouvelles. Parfois, on me passait un petit mot sous la porte, « Courage, tenez bon, etc. » Et pour améliorer le quotidien, certains ont leur petite combine. Didier Schuller, l'ancien élu de Clichy condamné dans l'affaire des HLM des Hauts-de-Seine, a passé 3 semaines à la santé en 2002. Chaque détenu doit nettoyer lui-même sa cellule. Lui a soudoyé un prisonnier d'un quartier classique pour qu'il le fasse à sa place. Comme bon, j'avais pas d'argent pour le remercier de ce qu'il faisait, je lui ai demandé ce qui lui ferait plaisir et il m'avait dit « Ah ben j'aimerais bien une paire de chaussures ». Mais il était collectionneur et il aimait les souliers. Je lui ai offert la paire de souliers. Mais c'était des chaussures de luxe? C'était des belles chaussures, c'était des chaussures à 300 ou 350 € la paire sûrement, tout à fait. Parfois, ce sont les surveillants qui donnent des conseils à certains détenus médiatiques, peu au fait de la vie carcérale. J'ai fait la promenade le premier jour, et puis là-dessus, les gardiens ont dit « Monsieur Balkany, n'allez pas dans la cour, sinon vous allez être photographié, ils vont envoyer ça. » Je dis « Mais ils ont des smartphones ?» Je dis « Écoutez, on en saisit 10 par jour, et dès qu'il y a quelqu'un de connu, pouf, ils le photographient, et ils envoient ça à Paris Match, etc. » Bon, c'est pas spécialement agréable pour la famille de vous voir dans une cour de prison. L'une des rares fois où Patrick Balkany s'est rendu en cours de promenade, il y a rencontré un personnage haut en couleur. Il y avait un unique banc de pierre, et je vais pour m'asseoir, et là, il y a un monsieur avec une grande queue de cheval, qui était moitié brésilien, moitié je ne sais pas quoi, qui arrive, c'est un travesti, et qui me dit « Monsieur Balkany, attendez, je vais vous mettre la serviette pour que vous puissiez vous asseoir. » Je regarde bizarrement quand même. Mais je dis « Qu'est-ce que tu fais ?»« Mais je tiens un bar à Pigalle. » « Ah bon ?» Il m'a dit « C'est une histoire d'échec sans provision, je ne suis pas au courant, je ne comprends pas pourquoi je suis là. » Je dis « Bon, alors ça va s'arranger si tu n'as rien fait. » Dans cette même cour de promenade, naissent aussi des amitiés. Comme ce jour où Michel Néret, l'ancien grand flic, a été défendu par l'acteur Samina Seri. Une fois, on était descendus tous les deux dans la cour de promenade, en tout cas on cheminait tous les deux.
Et évidemment, dans la cour de promenade du quartier VIP, on a accès, on est devant une façade de la maison d'arrêt avec des cellules. Et lorsque j'étais aperçu en train de marcher dans la cour de promenade, je me faisais insulter très fort par les détenus. Et donc, il s'est trouvé que je me fasse insulter au moment où Samy était avec moi. Et Samy, qui avait identifié un certain nombre de ses co-religionnaires, avait dit mais vous connaissez même pas son histoire, qu'est-ce que vous l'emmerdez? Qu'est-ce que vous l'emmerdez? De toute façon, nous, on a joué au chat et à la souris toute notre vie. Si on est là, c'est que on l'a un peu voulu. Mais n'emmerdez pas, ne connaissez pas son histoire. J'avais trouvé sympathique de sa part qu'il prenne fait et cause pour moi, alors qu'on se connaissait très peu. Et, voilà. Et donc ça a été le ciment qui a forgé une belle amitié. Mais il arrive aussi que certains détenus refusent tout contact avec des prisonniers qu'ils jugent infréquentables. L'ancien élu Didier Schuller a ainsi volontairement ignoré son voisin de cellule, le terroriste Carlos. Il m'a parlé, parce que il m'a proposé, il savait qu'à l'époque j'étais fumeur, et il m'a proposé des cigares. Et donc je lui ai dit que je n'accepterais aucun cigare de l'assassin du drugstore. Parce que moi, je veux dire, pour moi, M. Carlos, c'était ce qu'on pouvait faire de pire. Et je veux dire, bon, il n'était même pas question d'ouvrir le moindre dialogue avec lui. Des co-détenus au très lourd passé judiciaire et un ennemi très présent en prison, le temps, que chacun essaye de tuer comme il peut. Beaucoup de sport, beaucoup de sport, parce qu'il n'y a que ça à faire. Déjà, il faut être fort. Déjà, physiquement, il faut être impressionnant. Il faut pas... Après, bon, moi, je suis un mec qui adore la musique. Un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'avais envie d'aller en boîte. Donc, j'ai pris des bassines bleues, rouges, verts. Je les ai collées dans les lumières et je faisais allumer, descendre et je mettais la musique à fond et je me croyais dans une boîte. Voilà, c'est délire. On perd pas la boussole, mais on essaye un peu de s'oublier. Bizarrement, on est très fatigué. On fait rien et on est très fatigué. On n'arrive même pas à lire. On n'arrive pas à se concentrer. J'ai essayé de lire. Moi, je n'arrivais pas à me quand je me mettais à lire, je me mettais à gamberger. Mais pas à gamberger sur le livre, à gamberger autre chose. Vous savez, vous finissez par lire, à passer les pages. Et à un moment, vous dites, mais qu'est-ce que j'ai lu là? J'ai passé 10 pages, je ne sais même pas ce que j'ai lu. Alors vous restez comme un con devant la télé. Le problème, c'est le bruit. C'est-à-dire? Le bruit, c'est-à-dire que la nuit, vous êtes réveillé par les hurlements des gens, etc. Rapidement, on achète une petite radio portative. On peut acheter une radio. Et puis, la nuit, moi, je mettais de l'opéra. Je dormais avec de la musique. Parce que c'est vrai, sinon, j'aurais eu un peu de mal. Tous les détenus le reconnaissent. La nuit est une période particulièrement angoissante. Les surveillants sont alors en effectif réduit. Mais vous dites, s'il m'arrive quoi que ce soit, d'un point de vue physique, je veux dire, une maladie, vous êtes au moins 2 heures avant que le gardien vienne regarder au fenestron si tout se passe bien. Et puis vous avez un sentiment d'étouffement, mais énorme. Et à telle enseigne que j'ai pris 2-3 crises la nuit. Je me suis mis à prendre de l'Exomil pour justement me détendre et faire en sorte que j'ai plus ces crises d'angoisse la nuit, parce que c'est la nuit, c'est infernal. Des angoisses qui parfois virent au drame. Le 19 février 2022, Jean-Luc Brunel, ancien agent de mannequin, mis en examen pour viol, a été retrouvé pendu dans sa propre cellule. L'administration refuse de commenter cette affaire. Un passage à l'acte toujours difficile à anticiper, même si le quartier dispose d'une cellule anti-suicide, appelée cellule de protection d'urgence. Alors tout ce qui est mobilier est fixé, donc il ne peut pas le démonter. À la fenêtre, il n'y a pas de poignée, donc il ne peut pas l'ouvrir. Il y a une caméra aussi pour le surveiller. Et pareil, la télé aussi, il y a une box en plastique pour la protéger, pour éviter qu'il l'utilise. Le détenu doit aussi porter des vêtements spéciaux. Si par exemple il lui menace de se pendre par exemple, c'est des vêtements qui sont facilement déchirables. Donc il ne pourra pas se pendre avec. Et c'est des vêtements où il n'y a pas de lacets, de ficelle ou quoi que ce soit. Et s'il est fumeur, il lui est également interdit de posséder un briquet. Alors il y a une cigarette justement, où la personne détenue peut poser justement sa cigarette dans l'embout ici et ça allume la cigarette. Voilà, ça évite justement
d'utiliser une flamme. Cette cellule anti-suicide n'est utilisée qu'en cas de crise aiguë ou de signe de passage à l'acte imminent, et pour 48 heures maximum. Une réalité qui rappelle que même au quartier des vulnérables, on ne ressort jamais indemne d'une peine de prison. Avant, j'avais vraiment une vision fugitive de ce que pouvait être la vie en prison. Je rentrais à 14 h, à la limite j'allais entendre un détenu, je ressortais à 16 h. On ne s'imprègne pas de l'univers carcéral. Quand vous passez 8 mois, 24 heures sur 24, et chaque jour 20 heures dans une cellule fermée à clé, waouh, là vous prenez conscience de ce que c'est que l'univers carcéral. Et moi, lorsque je réfléchissais à ça, je me suis dit, dans les affaires qu'on traitait à la police judiciaire, on avait souvent des condamnations à des peines très lourdes de prison, des 15 ans, des 18 ans, des 20 ans, des perpétuités. Et là, j'essayais de me projeter sur ce que pouvait être une détention de cette importance-là. Ça détruit une personne. C'est cataclysmique. Depuis 2019, plus de 75 personnes ont été incarcérées au quartier des vulnérables de la prison de la Santé.